Kotebeduno, il est conseiller au Conseil national de la transition. Il est avec nous, nous aborderons l'an 1, le bilan de la première année au Conseil national de la transition. C'est derrière ceci.
Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, nous revenons en studio et nous poursuivons cette émission. Le temps de le recevoir et nous marquerons plus tard une pause pour revenir dans la troisième partie avec Jean-Paul Cotevenno qui n'aime pas qu'on l'appelle honorable. Hein. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez activer son micro? Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bienvenue à cette plateforme. Voilà. Pourquoi il n'aimerait pas qu'on l'appelle honorable? Oui, répondez à ma question. Pourquoi vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle honorable? Non, je pense que pour ma part, c'est une question de convenance. D'abord parce que je n'en trouve pas de fondement juridique et ensuite, à supposer même qu'il y a une pratique, je n'en trouve pas de fondement politique. C'est tout. D'accord, d'accord. Et aucun intérêt social non plus. Pour ma part, oui. D'accord. Je pense que c'est une question de... Oui, mais il y en a qui exigent, hein. Appelez-moi honorable. Oui, tout à fait. Chez vous, là. C'est une question de relativité. Pas seulement chez nous. D'accord. Des honorables, très honorables. On ouvre avec vous, Jacques Léon. Peut-être question d'entrée. Comment, en une année, vous vous sentez aujourd'hui au Conseil national de la transition? Est-ce que, après, vous vous dites, c'est bien, il était intéressant que nous soyons là? Oui, pour ma part, c'est sans aucun doute. Je pense qu'il était très intéressant que je sois là. Après une année, j'ai fait beaucoup de choses en termes d'expérience, en termes de cohabitation, avec les autres conseillers, et puis en termes de travail, des travaux techniques, de la manière de conduire les travaux, je veux dire au plan méthodologique, parce qu'au final, je n'étais pas habitué du tout à des instances délibérantes, des concessions, y compris sur des sujets. Les juristes sont étiquetés d'être un peu trop... peut-être, je ne sais pas quel est le terme péjoratif. Voilà, parfois c'est un peu embêtant pour les tiers, mais on finit par nous en accommoder, tous, tout le monde. Voilà. D'accord. Et au Sénégal, est-ce que ce reproche, peut-être de bonne ou de mauvaise foi, je ne sais, mais est-ce que le CNT, vous, que nous connaissons, excusez-moi mes grandes gueules, est-ce que vous avez l'impression que ce CNT est au service de la Guinée ou du CNRD? Je pense sur cet aspect que de manière non équivoque, ce CNT est le plus, me semble-t-il, représentatif d'une divergence mais absolument déterminante. Il suffit d'y être en fait, peut-être mener une petite enquête. Il n'y a pas de perception homogène, systématiquement non. Cela dit, vous connaissez en tant que juriste les contraintes liées au fonctionnement des institutions. Je ne parle pas là du passage des textes ou ainsi de suite, parce que finalement on voit même passer des pays où les blocages seraient la caractéristique d'une institution parlementaire. Même aux États-Unis d'Amérique où la discipline du vote n'existe quasiment pas. Mais à l'interne, je vous dis clairement que les tendances sont divergentes. D'abord, il y a un débat absolument rigoureux. Le problème, c'est que ce sont les plénières qui sont diffusées et les travaux en commission les plus houleux ne sont pas vus. Sinon, il y a beaucoup de tendances. Et je pose la question, maintenant que les médias n'ont plus leur caméra partout, lors de vos travaux, au Sénégal, ça boxe des femmes, au Nigeria, ça se botte entre mecs. En Ouganda. Chez vous, ça se passe comment? Il n'y a pas de crépage de chignon, il n'y a pas de coups à échanger? On ne va pas faire de politiquement correct. C'est justement, me semble-t-il, un jour j'ai demandé à quelqu'un, me dit, ah mais il y a trop de bruit, il y a des... j'ai dit, pour ironiser, j'ai dit, mais on désigne certaines personnes comme étant très vigoureuses, y compris dans le débat, les bruits. J'ai dit, peut-être un jour, si on leur retire le droit de faire le bruit, l'efficacité du travail ne sera plus similaire. Je vais dire, ça bosse d'une manière très dense. La seule chose que les gens ne font pas au CNT, jusque-là, il n'y a personne à taper, mais les bruits, les cris... révélateur de l'attachement profond de chacun à ses idées. C'est quotidien, c'est très quotidien. Et ça, c'est même un aspect de la réponse à M. Maran, en fait. Je vous dis tout le temps. Seulement, l'autre chose que j'ai beaucoup apprécié au CNT jusque-là, et ça, je trouve ça extraordinaire, les gens, après des interactions très vigoureuses, à la limite très conflictuelles, mais ils sortent rigoler ensemble, à la seconde près. Super. D'accord. En discontinué, justement, nous enchaînons cette émission, notre interview, avec Jean-Paul Cotevenno, Mohamed Mara. On enchaîne avec vous. Alors, je dirais un an, déjà. Un an que tout a commencé, cette belle aventure au CNT. Grosso modo, je vais l'emprunter à Professeur Bano, à qui je pense. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir des principales articulations de vos activités?
Il faudra activer son micro, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Pour répondre à cette question, il faut partir de l'esprit de l'article 57 de la Charte de la transition, disposition dont on sait qu'elle assigne à cette institution une fonction constituante, ensuite une fonction législative, une fonction de contrôle de l'action gouvernementale, une fonction de contribution à la promotion des droits de l'homme, une fonction in fine, n'est-ce pas, de participation, de contribution à la réconciliation nationale. Il résulte de ces dispositions qu'in fine, on peut structurer le propos de deux manières pour répondre à cette question. La première, c'est qu'en réalité, il y a au CNT des attributions ordinaires d'une institution parlementaire. Ce sont les fonctions législatives, ce sont les fonctions notamment de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a au CNT des fonctions qui me semblent des missions, vous le savez, exceptionnellement dévolues à une institution parlementaire. Ce sont les fonctions constituantes. Ce n'est pas tous les jours qu'une assemblée parlementaire est investie d'une fonction puisqu'il y a beaucoup d'autres techniques. Eh bien, en structurant ces propos de cette façon, on peut raisonnablement décliner, grosso modo, pour reprendre votre concept, justement, ce que nous avons pu faire essentiellement. D'abord, sur le plan législatif stricto sensu, on sait que nous avons adopté une loi organique, pourtant qui est considérée in fine comme une des modalités de l'organisation du travail, c'est le règlement intérieur du CNT. Ensuite, 7 lois ordinaires, je pense que vous vous en rappelez, la loi sur le contenu local, la loi sur l'aide juridictionnelle, la loi sur la révision de certaines dispositions spécifiques du Code de procédure pénale, la loi portant prorogation de conventions, on peut s'interroger sur le fond, mais elle existe quand même. Bref, il y a 7 lois qui ont été adoptées, y compris la loi sur la protection des, vous vous rappelez, dans le contexte du procès du 28 septembre, des témoins et de certaines personnes à risque. Mais une loi qu'on ne trouve nulle part. Question de transparence et de dématérialisation justement des textes, c'est une question très intéressante pour laquelle je vais juste estimer que nous prenons acte, n'est-ce pas, pour la divulgation davantage de documents, puisque c'est une exigence républicaine. Donc, au-delà de ces textes de loi, nous avons aussi des lois d'autorisation de ratification, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, comme vous le voyez, dans les processus de session budgétaire, des déficits qu'il convient de couvrir. Et pour les couvrir, généralement, le ministre des Finances est autorisé à procéder à l'emprunt. Par exemple, sur la loi de finances initiale que vous avez suivi, dont vous avez suivi l'examen, le volet recettes s'élève à 27 855 milliards de francs guinéens, alors que le volet dépenses s'élève à 36 195 milliards. Donc le déficit de 8 188 milliards doit être compensé. Et pour les compenser, eh bien, l'article 4 de la loi de finances autorise le ministre des Finances justement à procéder notamment aux emprunts externes à hauteur de 6 000 et quelques milliards. Voyez-vous, donc ça impose l'exigence de procéder à des emprunts parce que nous sommes malgré tout dans une procédure transitoire qui implique finalement une forme d'emprunt extérieur. Au-delà de ces considérations, nous avons beaucoup d'autres ordonnances qui ont été adoptées. Vous vous rappelez d'abord au départ, les ordonnances ratifiées sur la poursuite, la prorogation justement du fonctionnement régulier de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la haute autorité de la communication. Ensuite, l'ordonnance sur la Cour de répression des infractions économiques et financières, l'ordonnance sur l'amendement de cette même. Bref, il y a aussi près de 7 ordonnances qui ont été adoptées en ce sens. À ce niveau, on sait que d'autres ordonnances ont été aussi abrogées. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les raisons? Nous avons, sur ce sujet spécifique, nous avons par exemple la loi qui abroge l'ordonnance sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en gros, c'est sur des aspects notamment liés aux avis consultatifs. Vous savez, il y a 2 missions spécifiques, la mission contentieuse et la mission consultative. Donc, c'était un réaménagement, en fait, de quelques dispositions, mais qui imposait au final... Votre question est tellement intéressante, si on veut aller loin, que au regard de la charte de la transition, notamment sur les dispositions, les dernières dispositions que vous connaissez, sur la base des articles 80 et suivants, vous savez, le CNT a été installé le 5 février. Donc avant le CNT, la charte de la transition conférait justement au président de la transition le pouvoir de prendre des mesures nécessaires au fonctionnement des institutions, à la vie publique, ainsi de suite. Il résulte de ces considérations que par ordonnance, le président a entendu réglementer certaines situations. Si on pouvait s'en tenir là... Et on s'attendait à ce que, à la limite, le CNT les ratifie. C'est ce qui fut fait, finalement. C'est-à-dire que lorsque le CNT a été institué, pour davantage de légitimité, certaines ordonnances adoptées sous l'empire du CNRD stricto sensu sans CNT
ont été déposés au bureau du CNT aux fins de ratification, effectivement. Alors ça, c'était la composante législative. Absolument. Et alors, et sur les autres composantes? Nous avons la composante, c'est une très bonne question, puisqu'au final, il faut quand même observer la déclinaison initiale. Après tout, c'est un juriste qui m'interroge. Au-delà de ces considérations stricto sensu législatives, nous avons aussi la considération afférente au contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez, il y a un grand débat d'abord sur la question de savoir est-ce que le Premier ministre pouvait en droit ou était tenu justement de présenter son discours de politique. Nous avons dépassé cette phase de détermination de l'obligatorité de la présentation à la phase facultative sous l'empire du nouveau Premier ministre Bernard Goumou, qui a décidément, volontairement décidé de venir s'y prêter au jeu. Vous avez suivi qu'il avait présenté son discours de politique générale, et après ça nous avons suivi notamment le ministre de... Cela devrait être une exigence ou il a... En vérité... Quand vous utilisez volontairement, c'est comme si le gouvernement ne devait pas se prêter à cet exercice par obligation. Puisque les textes ont été considérés comme équivoques, et le problème des droits constants, l'indétermination conceptuelle, l'imprécision, le flou, l'ambiguïté sont des facteurs qui génèrent l'interprétation en droit. À partir de cet instant, et surtout à partir de l'instant où un premier ministre, la tautologie est inévitable, n'a pas décidé de se soumettre au jeu, qu'un nouveau est venu se soumettre, considérons que c'est une bonne foi, n'est-ce pas, sur le plan républicain. Alors sur le contrôle de l'action gouvernementale, c'est très intéressant cette question. On veut savoir qu'est-ce qui a été fait quand on sait que bien évidemment, au-delà du Premier ministre, chaque ministre ou presque tous les ministres sont passés devant vous pour décliner leur cahier de charges. Qu'est-ce qui a été fait en matière de contrôle de l'action gouvernementale? Parce qu'il y va de la bonne santé de la République. Tout à fait. Bien entendu, à part l'adoption des différentes lois de finances. Oui, bien sûr. Vous faites bien de préciser, parce que c'est vrai que l'occasion la plus éminente que nous avons absolument de secouer, ne trouvez pas dans le terme un caractère péjoratif, d'interagir de manière absolument rigoureuse avec... Secouer, c'est ce qu'il faut dire. D'interagir de manière très sérieuse, me semble-t-il, avec les différents départements, c'était aussi ces phases de session budgétaire. En fait, ce sont des phases qu'on a utilisées comme des alibis, en fait, pour compenser au final le manque initial de ces rencontres. Donc on a profité souvent de ces cas pour vraiment travailler sur beaucoup de sujets, y compris également sur le sujet du programme de référence intérimaire, le PRI. Nous avons eu l'occasion de voir beaucoup de départements ministériels et d'interagir. Qu'est-ce qui a été constaté? Ce qui a été constaté d'abord, peut-être qu'on peut aller secteur par secteur sur le... C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps, mais sur le contrôle de l'action gouvernementale, quelles sont les initiatives, quels sont par exemple les programmes, quels sont les départements qui ont été visés, qu'est-ce qui a été fait côté CNT? On a par exemple remarqué que le budget initial prévu pour le ministère de la Sécurité a été raboté carrément. On l'a remarqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il vous le demande de manière spécifique. Est-ce qu'il y a eu des cas vraiment, je ne sais pas c'est quel autre département, pour lequel il y a eu des discussions et je crois que les conseils ont même réalisé qu'il y avait tellement de défis qu'il aurait peut-être fallu accorder même un peu plus à ce département-là que ce qui était demandé. D'accord. Le ministère de la Justice. D'abord, sur le premier aspect, c'est rapportant à la question de Roby. Nous avons commencé par une forme d'établissement de méthodologie de travail sur ces aspects. Nous avons défini en fonction des commissions les départements qui étaient considérés comme explicitement, comme relevant explicitement de telle ou telle commission. Par exemple, nous, c'est précisément le ministère de la Justice, c'est le ministère de l'administration du territoire, c'est la Cour suprême. Bref, nous avons défini pour éviter, vous savez, la conférence des présidents au CNT en vertu du règlement intérieur, tranche aussi des conflits de compétences. Donc à chaque fois qu'on avait à cheval, par exemple, la commission réconciliation, justice et droits de l'homme, partage avec nous le ministère de la Justice. Donc la conférence des présidents a tranché toutes ces questions et donc on a défini un programme. Ça fait 2 fois déjà que nous avons envisagé, nous avons entamé les séances d'interrogation, de questions écrites, transmises justement au gouvernement. Et voilà, donc nous transmettons les questions écrites, nous les recevons parce que nous venons de sortir d'une phase budgétaire très rude avec tous les départements ministériels. Donc dans les semaines à suivre, et hormis la parenthèse constitutionnelle très importante que je vais vous décliner tout à l'heure, après le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée, qui prépare le débat d'orientation constitutionnelle, c'est la lecture de l'ensemble des questions qui ont été posées à tous les départements déjà sur la question de... du coup, sur le constat, au final, il fallait trouver un équilibre entre l'extrême rigueur et le réalisme de la méthode. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus d'1 an. Et du coup, quand on regarde la date à laquelle c'était ont été nommés, il était intéressant d'abord de nous entendre sur les fondamentaux, en fait, entre d'une part les promesses
entre d'une part les indications figurant dans le programme de référence intérimaire et d'autre part les résultats. Et voyez-vous, là, on a dépassé un an. D'accord. Donc, à partir des prochaines séances, je pense qu'on aura des éléments concrets de détermination. Et d'ailleurs, au plan concret, au CNT, le président du CNT avait institué, je ne sais pas si je devais en parler parce que je ne sais même pas si l'information a été publiée, mais je vais quand même me prêter au jeu, une commission interne d'évaluation strictement liée à l'ensemble des passages des ministres, en fait. Alors, la question, c'est... Voilà. Jacques, je voulais juste... À l'occasion, je crois, le docteur Dansa avait dit... s'était intéressé à la question de Donka spécifiquement, parce que j'ai bien écouté quand les ministres ont terminé leur présentation. Le Premier ministre, justement, il a demandé qu'il allait mettre en place une commission pour aller revoir un peu ce contrat-là de cession de l'hôpital. Donc, est-ce qu'à ce jour, c'est fait ou c'est en cours? Je ne suis pas au courant du cas spécifique de Donka. Tout ce que je sais, c'est qu'aussi, pour ceux qui ont suivi, par exemple, les débats sur les débats budgétaires, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois, et de manière absolument systématique, et ceci a commencé notamment dans notre commission, nous avons exigé la présentation ou en tout cas l'accessibilité de beaucoup de contrats. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une ligne, telle ligne par exemple assainissement, ainsi de suite, on demande est-ce que le contrat est en cours de validité et dans l'affirmative, est-ce qu'il peut être mis à la disposition du CNT. Et comme je vous le disais, dans les prochains mois, on va dire les prochaines semaines, j'aurais dit les prochaines semaines si seulement on n'avait pas deux événements très importants, le symposium et le débat d'orientation constitutionnelle. Dans les prochains mois, on va justement travailler sur l'ensemble de ces questions. Mais voyez-vous, la question de Donka n'est pas une question exclusive. Nous avons travaillé par exemple de manière très sérieuse sur la Cour suprême. Si je vous dis je ne sais pas et je ne suis pas au courant de l'affaire Donka, c'est parce qu'en fait le CNT c'est aussi une institution structurée et spécialisée. Départementée. C'est-à-dire qu'il y a exactement, il y a une commission santé dirigé par celui que vous connaissez tous, le professeur Hassan Ba. Et donc, tous les travaux ne sont pas nécessairement connus par d'autres. Et au surplus, il y a des commissions de fonds. Quand, par exemple, toutes les questions liées au ministère de la Justice, au MATD, aux lois organiques en l'occurrence, nous sommes commission de fonds. Donc, le travail des commissions, je voulais placer ceci. La portée de l'évaluation que vous annoncez avec cette entité qui va s'occuper d'évaluer, je ne sais pas, le gouvernement, vous l'annonciez il y a quelque temps. Quelle va être la portée finalement? Est-ce que c'est des recommandations à faire? C'est des mesures à prendre ou à faire prendre? Comment ça va fonctionner par la suite? Considérons cette évaluation comme une forme de méthodologie minimaliste au final, puisque c'est pas du tout... mais c'est pour... Voilà, ça participe en fait de cette histoire de contrôle de l'action gouvernementale, prendre note de ce que beaucoup ont dit, apprécier d'abord la présentation de leur discours. Vous savez, il y avait des politiques sectorielles qui étaient d'abord déclinées avant qu'un ministre ne défende son budget. Il décline d'abord sa politique sectorielle. Donc, les grandes lignes de sa politique sectorielle, la manière dont il conçoit, et ça, je connais ce sujet avec le propos de M. Mara, sur la question de savoir au final, il y a eu des coupes budgétaires. Ouais. Et d'abord, je vais plus loin pour vous parler même de restructuration des arbitrages nécessaires. Vous savez, il y a le ministère de la coopération qui a été créé ex post après, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a eu des choses comme ça, le ministère des Transports qui a été, me semble-t-il. Voilà, donc tout ça est fait par... il y a un arbitrage ex post, donc postérieur qui va être fait justement par la primature, qui est un arbitrage différent de l'arbitrage de la conférence budgétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut même rêver de voir une commission d'enquête, carrément venant du CNT, s'intéresser à des cas spécifiques du genre de prévarication dénoncés dans les médias? Parce que sur ces questions, le gouvernement, certes, on se rappelle de ce qui s'est passé au ministère des Infrastructures, le Premier ministre a eu la main lourde, c'est allé très vite. Mais il y a d'autres cas de dénonciation dans lesquels on n'entend pas grand-chose. Donc, nous, les médias, parfois, nous ne comprenons pas que la CRIEF soit très, très active sur certains dossiers et que sur des dossiers présents, il y a des dénonciations, mais au niveau législatif, personne n'interpelle le gouvernement pour lui dire on a besoin quand même de savoir. Et si vous ne parlez pas, nous sommes prêts à aller vers vous pour trouver ce qui se passe.
Sur cet aspect, c'est d'abord peut-être une question. Je comprends que vous ne soyez pas au courant parce que, comme je vous l'avais dit, nous avons souvent transmis beaucoup de questions. Vous savez, il y a des questions orales, il y a des questions écrites, et compte tenu de l'intensité du travail sur certaines questions fondamentales ces derniers mois, nous n'avons pas encore eu l'occasion de reprendre les questions orales. Mais il y a beaucoup de questions écrites qui ont été transmises au gouvernement, et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup, et sur des sujets différents, vraiment. Parce que n'oublions pas, je vous l'ai dit, le CNT n'est pas structuré à la manière d'une assemblée nationale ordinaire où il y a des groupes parlementaires. Les tendances sont dynamiques en fait. Sur un sujet spécifique qui intéresse Mara et Roby, ils vont défendre avec une vigueur de nature à susciter même la peur en fait. Parfois moi-même je regarde où je m'assois parce que voilà, tout ça dépend des intérêts, quand je dis intérêts pour la République et pour les valeurs, en fait, chacun a ses perceptions du sujet. D'accord. Jean-Paul, je voulais quand même préciser qu'au CNT, il y a aussi une commission qui a été instituée par la conférence des présidents et avec le président Dansa, qui ont institué une commission de suivi de la mise en œuvre des accords de prêts qui ont été négociés et aussi de suivi des lois adoptées, parce qu'on sait que le gros souci en Guinée, c'est aussi la mise en œuvre des textes que nous adoptons. Jean-Paul Kotebedouno, conseiller national, rapporteur de la commission Constitution et loi organique, il est notre invité. Nous abordons avec lui l'an 1 du CNT, un an depuis que le CNT est installé. Pas mal d'activités, nous revenons là-dessus avec vous. Mafoudia Bangoura, on avance. On avance sur la Constitution Metamba. Permets-moi de poser ma question. La question, c'est toujours lié à cet aspect contrôle. Je crois avoir entendu le président du CNT la dernière fois s'inquiéter justement de l'exécution de certaines missions. Lorsqu'on tient des discours, lorsqu'on vient à l'Assemblée, on a des projets qu'on présente. Peut-être que je me trompe, mais le président, en s'inquiétant, a voulu que le CNT soit aussi cet organe qui peut-être pourrait contrôler par moment ce qui est fait, s'assurer de l'exécution. Qu'en est-il réellement? Est-ce que justement il n'y a pas une sorte d'amalgame ou bien je sais pas de conflit avec d'autres structures qui pourraient faire ce travail? Mais est-ce que c'est quelque chose de réel aujourd'hui au niveau du CNT? Oui, c'est une question très intéressante. Comme je vous l'ai dit, d'abord, il y a eu un grand précédent qui consista dans la mise en place d'un comité de suivi. Je voudrais intégrer un élément personnel pour relever que le comité de suivi de la mise en œuvre des accords et des textes qui sont adoptés par le CNT est présidé par l'une des personnes, absolument l'une des les plus sûres de ce pays, en tout cas pour le temps que j'ai pu passer dans mon propre pays, c'est le général Abdoulaye Keïta. C'est incontestablement, d'abord sur le plan académique, moi je l'appelle le ministre de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. Ne parlons pas de la dimension militaire puisqu'il n'est pas au CNT pour nous révéler ses capacités militaires. Sur le plan de la rigueur, sur le plan du sérieux, donc c'est le général Keïta qui dirige cette commission. Et je peux vous garantir que la commission a des réunions chaque semaine en fait sur telle ou telle question. Donc c'est pour suivre d'une part. Le plus intéressant dans votre question, vous savez, il y a des accords de prêt où on emprunte. Donc c'est mis en place aussi pour veiller à... Vous en êtes à 15, c'est ça en fait. Comment 15 accords déjà? Oui, on est au 15 accords de prêt. Oui, parce que vous savez, quand il y a le déficit budgétaire, il faut le compenser. On peut émettre des bons de trésor. Il y a beaucoup de techniques, mais c'est vrai que dans la branche parlementaire, c'est que parfois on autorise aussi de recourir aux emprunts étrangers. D'accord. Voilà. Alors, Djiba Milimouno, la Constitution. Oui, justement, c'est le même thème. Allez-y. Sur la question de la Constitution, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est vrai, vous avez fait la tournée et les recommandations aussi du dialogue en Guinée. Parmi ces recommandations, on souhaitait qu'on mette en place un comité constitutionnel qui va être chapeauté par le CNT, qui sera composé d'experts pour la rédaction de l'avant-projet de la Constitution. Comment avez-vous accueilli d'abord cette recommandation et vous, à votre niveau, où en est-on aujourd'hui? Deux éléments essentiellement où nous en sommes, à supposer qu'on considère que ces textes sont, de notre point de vue, des documents que nous pouvons utiliser comme éléments de référence. Parce que n'oublions pas, sur le plan strictement juridique, que nous avons quand même une charte de la transition qui organise ces pays, durant qu'il y a une constitution, on l'appelle les petites constitutions dans le constitutionnalisme africain, et qu'en vertu de la charte, la mission de l'élaboration du projet de constitution est dévolue sans équivoque au Conseil national de la transition. Est-ce à dire qu'il y a une contradiction substantielle? La réponse est négative, parce qu'en réalité,
nous avons fait, vous avez évoqué ça dans votre énumération initiale, une mission de consultation à l'intérieur. Vous savez, elle a été suivie de rapports. Il y a aussi tel ou tel aspect du rapport des assises qui comporte forcément des dimensions institutionnelles. Il y a aussi un rapport sur le dernier dialogue. Et pas sur, vous savez, il y a aussi un décret du 6 avril 2022 qui avait institué un cadre de concertation. Bref, nous avons beaucoup de travaux épars qui comportent des recommandations. Il me semble que ces recommandations sont utilisées ou ont vocation à être utilisées par le CNT du point de vue de l'esprit. L'esprit, c'est de faire en sorte de trouver un équilibre entre la compétence exclusive du CNT du point de vue de l'élaboration du projet de constitution et l'admission implicite des concours étrangers, y compris pour parfaire le travail constitutionnel. Voyez-vous, sur le plan substantiel, cet argument est conforté par le programme de référence intérimaire et c'est pour ça que je considère qu'il n'y a pas d'antinomie substantielle. Le programme de référence intérimaire déjà prévoit, avant même ce rapport, que le ministère de la Justice, même le ministère de l'administration du territoire, mette éventuellement à la disposition du CNT des expertises pour concourir, n'est-ce pas, au travail dévolu au CNT. Or, parmi ces travaux figure le travail constitutionnel. Voyez-vous, maintenant sur le plan méthodologique, je termine sur cet aspect. L'une des innovations sérieuses que nous entendons au CNT, souvent vous entendez parler de constitution qui va durer, comment on fait pour qu'une constitution... l'hypothèse, c'est une hypothèse en fait, puisqu'on ne peut pas décider au compte des générations à venir. Pour nous, l'hypothèse, c'est que plus la démarche est inclusive en amont, davantage le texte qui en résultera sera protégé en aval. C'est pourquoi nous avons essayé, et nous sommes en train, probablement vous entendrez dans les 2 semaines à venir, parler d'un symposium sur le constitutionnalisme avec l'invitation de grands experts constitutionnels ici, y compris ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour nous éclairer sur les grandes lacunes constitutionnelles guinéennes, sur les grandes... les mécanismes qui ont été les plus utiles, les anomalies constitutionnelles, bref. Et ensuite, ce débat préparera au plan académique le vrai débat qui a un caractère davantage politique, le débat d'orientation constitutionnelle, où encore une fois, tout le monde sera invité, les partis politiques, les corporations, les organes, pour défendre telle ou telle perception institutionnelle. Alors j'ai envie de vous poser cette question sur cette liste qui était sortie. Donc élaboré par le docteur Dansa Kourouma, je crois c'était dit que c'était une commission qui devrait réfléchir sur le travail constitutionnel et quelques jours après, je crois que le lendemain même, le CNRD est sorti pour casser tout de suite. Et puis après, la dernière sortie du ministre Mori Kondé qui disait que le travail sur la Constitution avait déjà démarré. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement ce travail qui vous est confié du point de vue de la charte de la transition veut, si vous voulez, le gouvernement veut le faire à votre place? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de tractation? Déjà, qu'est-ce que vous en savez de cette déclaration? C'était de Mori qui disait que le travail avait commencé. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il y a déjà un travail de rédaction, ne serait-ce que d'un projet qui a déjà commencé? Non, je pense qu'au CNT, nous sommes d'une sérénité absolument incontestable en raison justement de la clarté des textes qui ont vocation à organiser tout ce travail et aussi en raison de la conformité du programme de référence intérimaire à la lettre et à l'esprit de la charte. C'est-à-dire que le programme de référence intérimaire est un texte gouvernemental déjà. Vous voyez, ça veut dire que le programme de référence intérimaire ne contredit même pas la charte. Ce n'est que dans cette hypothèse qu'on aurait considéré probablement qu'il y a des soucis. Parce qu'au final, qu'un ministre de l'administration du territoire ou de la justice estime qu'il travaille sur un texte, peut-être que ce travail a commencé, Jean-Paul? Est-ce que vous avez l'information que ce travail a commencé? Non, nous n'avons pas. Nous, de notre point de vue, notre information que nous avons, c'est que nous avons un débat, un symposium que nous considérons comme un travail préparatoire. Mais quand vous dites peut-être l'avant-projet, ça veut dire que ça, vous pardonnerez ça? Non, c'est pas parce qu'on pardonne. Le problème, c'est qu'est-ce qui nous lie? C'est-à-dire que lorsque vous rédigez un avant-projet, je pense que ça peut paraître comme une aberration conceptuelle, mais je voudrais dire tout ministre pourrait écrire son avant-projet. C'est la même démarche en fait que nous demandons par exemple aux partis politiques. Si on les associe au débat d'orientation constitutionnelle, on ne demande pas à Roby, parti du président du PPP, de venir seulement parler. Il a certainement une conception des gestion. Et puis il y a le PPP. Oui, parti du progrès pour le peuple. Sur la question spécifique, il vient avec un document. Tous les documents seront des documents de travaux en fait. Ça peut nous inspirer. Mais dans les faits, est-ce que c'est ce qui motive cette démarche du côté du MATD? Vous l'expliquez par le fait que chacun puisse faire des propositions.
Mais est-ce que ça ne serait pas autre? Parce que la crainte en Guinée, quand on sait que la constitution, c'est quelque chose à laquelle les gouvernants s'invitent, surtout la présidence ou que ça soit, on a tendance à vouloir avoir une maîtrise. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette peur qu'il y ait un travail qui soit fait en coulisses et que vous soyez là avec toute la mobilisation, mais qu'au final, justement... Non, je pense que je vous l'ai dit, le MATD et le CNT travaillent quotidiennement sur beaucoup de travaux. Et je crois que même quand c'est un texte qu'ils ont eux-mêmes introduit, ils savent que la notion d'expertise, nul n'a le monopole en fait. Il n'y a pas un organe. Souvent on dit oui, on va mettre à la disposition du CNT des experts. Mais je vais pas aller sur un terrain de condescendance, mais cette expertise elle est partagée en fait. Il y a des textes qui sont déjà venus de certains départements, mais je crois que le sort de ces textes est connu à la suite du travail parlementaire. Donc il n'y a pas de crainte en fait au CNT. Mais est-ce que ça ne paraît pas trop large, trop éparpillé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une démarche à laquelle tout le monde doit obéir? Il y a une démarche. Quand on sait que c'est au CNT, c'est au CNT. Tout à fait, vous avez totalement... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir peur de violer l'esprit et la lettre de la charte. Donc nous n'en avons pas peur parce que nous considérons même qu'il n'y a pas d'antinomie. La commission, la commission peut intervenir, le constituant peut intervenir à quel moment? Parce que vous parlez de symposium sur la Constitution, oui. Ensuite après un débat d'orientation constitutionnelle, avant d'arriver à quoi finalement? Très bien, c'est-à-dire que nous avons, j'espère qu'on a compris l'esprit, c'est un peu la dimension académique, le symposium. En gros, on écoute les experts pour nous éclairer sur tel ou tel aspect. Quand on dit nous éclairer, vous comprenez bien le propos. Ensuite, nous avons un débat d'orientation constitutionnelle qui va être organisé. C'est-à-dire que le symposium prépare le débat d'orientation. N'oublions pas le contexte de la Constitution de 2010, parce que c'est un peu ce qui structure en fait cette méthodologie. Parce qu'il a été dit, vous le savez, que c'est parce que il n'y avait pas eu d'inclusion et que c'est un peu le CNT constitué de non-élus qui aurait rédigé la Constitution et au surplus, celle-ci n'aurait pas été soumise au référendum que on a procédé au final à la réforme constitutionnelle. Conséquence, nous estimons, eh bien, il faut faire tout pour que les Guinéens se sentent concernés par le processus. Sur le plan de l'efficacité, comment voulez-vous qu'on vienne avec un texte au hasard sans que nous ne finissions justement notre symposium? On finit le symposium, on invite les partis qu'on considère comme essentiels, notamment les partis politiques, vous savez, et les organes de la société civile. Jean-Paul. Quand on finit tout ça, nous avons les grandes tendances. Jean-Paul, il y a un peu trop de gentillesse qui ne devrait pas passer. Oui. Il y a ce que la loi dit à travers la charte. Ce travail vous est dévolu. Oui. Celui qui porte la première information sur ce travail, il est de l'exécutif. Oui. C'est le ministre de l'administration du territoire et il affirme que ce travail de rédaction a déjà commencé. Premier problème. Le second problème, c'est celui de l'inclusivité dont on a besoin dans cette démarche. Je crois savoir que vous avez travaillé sur une méthodologie d'ensemble de laquelle découle le symposium et le débat d'orientation constitutionnelle en vue. Avant même la constitution du constituant, plus tard pour aller travailler. Jean-Paul, je pose encore cette question. Est-ce que ce n'est pas le lieu maintenant de jouer carte sur table pour rappeler à chacun des acteurs quel est le rôle de chacun au niveau du CNT maintenant que vous allez célébrer l'an 1 de l'exercice? Je pense que je comprends totalement l'insistance et la pertinence du sujet, mais je vous dis sérieusement encore une fois qu'au CNT, il n'y a pas de moyen que la question de l'élaboration de la Constitution échappe, n'est-ce pas, au CNT. Vous savez pourquoi? Parce que l'organe que vous avez cité dans le propos préliminaire de M. La crainte, c'est que ça s'impose à vous. Il avait évoqué... On vous amène quelque chose à devoir... Non, il n'y a jamais rien qui s'est imposé à nous au CNT, justement, sur cet aspect. Sur la question... Vous pouvez mener une enquête sur les lois introduites par le gouvernement. Vous comparez l'état de la loi tel qu'elle a été... le projet tel qu'il a été introduit et le projet tel qu'il a été adopté. Ça, c'est extrêmement important. M. Mara est juriste. Essayez de faire ce travail. C'est pour ça que je vous disais de manière implicite, je n'ai pas envie de m'étaler. Comprenez notre crainte. Nous sommes dans un pays où le bâtiment dans lequel vous êtes là a servi, a été longtemps une chambre d'enregistrement. Donc comprenez bien la crainte des Guinéens. Normalement, la charte vous dévolue cette mission-là de nous amener vers une constitution, mais les premiers travaux, la première annonce déjà faite par votre institution à travers son président,
relatif à la composition même de ce comité, tout de suite est biffé par le CNRD. Et aujourd'hui, moins d'un an après, c'est le ministre de l'administration du territoire qui dit nous avons commencé ce travail. Logiquement, nous, on attendait que ce soit... Comme s'il y avait il y a des tentations quand même. Oui, donc comprenez bien la crainte. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, clairement, précisément et définitivement, c'est le CNT qui fera ce travail de rédaction comme prévu à l'origine, mais nous recevrons néanmoins toutes les contributions. Très bien. Sur le premier aspect qui est lié au CNRD, le publiciste et le constitutionnaliste sait que parfois il y a ce qu'on appelle l'articulation normative. C'est-à-dire que la mission de rédaction de la Constitution a été dévolue au CNT, pour parler finalement juridiquement. Mais on sait qu'en cette période de transition, la responsabilité du maintien de l'ordre public, ici en Guinée, la sécurité, l'indépendance, la tranquillité, est, qu'on le veuille ou pas, dévolue à l'exécutif dirigé par le président de la transition. Il résulte de cet élément qu'à supposer même que les dispositions afférentes à la rédaction de l'avant-projet soient d'une clarté non équivoque, il n'est pas exclu que lorsqu'on intègre la question de ce sujet dans la liste, la présentation de la liste chargée de l'élaboration de l'avant-projet, vous vous rappelez, il y a eu un tollé, mais vous avez suivi quand même quand la liste a été diffusée, mais il y a eu un tollé de partout, mais un tollé avec une connotation communautaire. C'est dans ce contexte qu'il ne faut pas ignorer que le CNRD, je ne suis pas sûr que le CNRD a suspendu le processus parce qu'il entendait se substituer au CNT pour rédiger la Constitution. Ma propre conviction est que le CNRD a suspendu le processus parce qu'il estimait que la suspension du processus était un moyen de calmer la tension. Et je crois qu'on a vu que dès le lendemain, la tension a été calmée. Je vous le dis en connaissance de cause, je ne vais pas entrer dans les détails, dans les appels qui ont eu lieu après, y compris avec moi. Je peux vous garantir que l'objet de la suspension et le caractère discutable de la méthode au regard de la répartition constitutionnelle des attributions n'était pas motivé par un objectif de substitution. Maintenant, M. Milimouno, et je termine sur cet aspect, a dit, a raison je crois, puisque habituellement je ne suis pas aussi gentil que ça, que je suis très gentil. La vérité, c'est que sur si ce on cas parle spécifique juridiquement, en tout cas, oui, justement, si on parle juridiquement, j'aimerais savoir, est-ce que, étant entendu que nous savons que la Charte nous attribue un ensemble de compétences explicites et de manière non équivoque, première des choses, c'est que, est-ce qu'il y a un organe externe au CNT qui parle au nom du CNT? Premier aspect. En répondant à la question de savoir qui a le droit et le pouvoir de parler au nom du CNT, on saura conséquemment que si c'est le président du CNT en vertu de la loi organique portant règlement intérieur du CNT, les déclarations de tiers, futiles de nature ou de caractère gouvernementaux, ne nous sont pas opposables. Elles ne vous sont pas opposables, mais vous avez un pouvoir vous avez une vocation de contrôle de l'action gouvernementale. Un membre du gouvernement dit publiquement que votre travail est en train d'être fait. Je pense que le minimum, c'est de demander une explication. Pour savoir ce qui se passe concrètement. C'est le sens de la question, des questions que nous posons sur ce sujet. Monsieur le conseiller, vous savez, ce pays, quand même, on n'oublie pas comment on est arrivé là. Il y a eu un push constitutionnel dans ce pays. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, il y a eu une constitution qui a été adoptée et votée à l'Assemblée à l'époque, et une autre a été substituée qui est sortie, au-delà de celle qui a été adoptée. Lui-même a travaillé dessus. Justement, ça vous savez. Et donc, vous êtes dans une dynamique de rectification institutionnelle. Ce que vous dites, c'est de la forme. Mais on sait que... C'est le principe, en fait. C'est le principe, c'est ça, c'est le principe. Mais est-ce que ce qu'on dit se doute, cette crainte qu'aujourd'hui que beaucoup ont, qu'on vous impose une constitution qui serait taillée ou qui ferait peut-être des yeux doigts à certaines personnes, parce que c'est là la crainte. N'oubliez pas que dans l'ancienne constitution, la question de la limitation de mandat, la question par exemple de l'hyperprésidence, la question du type de régime et tout ça, vous avez cette mission aujourd'hui noble de corriger ça pour ne pas qu'on retombe dans ça. Est-ce que cette peur n'est pas aussi fondée de se dire qu'on risque de vous imposer une mouture qui va être avalisée après et comme une lettre à la poste? Étant entendu l'insistance qui rend compte justement de l'intérêt de la question, je vais vous dire au plan personnel, puisqu'au final, comme je vous l'ai dit, s'il y avait au CNRD des gens qui entendaient, même de manière indirecte, nous imposer une quelconque volonté, on l'aurait déjà su. Deux choses.
Premièrement, je suppose que vous savez que j'ai été nommé personne ressource et qu'à ce titre, c'est le CNRD qui m'a nommé directement. Je suppose également que vous êtes au courant du fait qu'on peut nécessairement échanger et que nous avons des contacts, n'est-ce pas? Ceux qui vous ont nommé, vous êtes au courant. Vous échangez de temps en temps, y compris à titre personnel. Deuxièmement, le président du CNT. Si il y avait une intention de substitution ou d'imposition au CNT dans quelconque projet, on l'aurait déjà su d'une part à travers les échanges que nous avons avec certaines hautes autorités du CNRD, d'autre part dans la conduite que le président du CNT a lui-même de l'exercice de ce travail constitutionnel. Parce qu'il présente les choses avec une réflexion critique très importante, y compris en conférence des présidents. Vous avez évoqué, monsieur Leno a évoqué la liste qui a été rédigée, élaborée par Dansa. En fait, c'est une erreur guinéenne de perception. La liste n'a jamais été élaborée par le président du CNT. Vous savez, en Guinée, quand vous dites ça, les gens vont vous dire « Oh, mais il est vendu maintenant ». Premièrement, j'ai le même salaire que tous les membres du CNT. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé un franc à qui que ce soit. Troisièmement, je pense que j'ai une contribution en termes de travail, je ne vais pas la vanter, qui n'est pas égale à beaucoup d'autres. Et c'est le cas de beaucoup d'autres, y compris beaucoup d'autres rapporteurs, beaucoup d'autres personnalités que j'ai citées ici. Donc, je ne cherche rien du tout. Par contre, il faut dire les choses clairement. La liste a été élaborée par la conférence des présidents. 18 personnes. 18 personnes à la conférence des présidents nous ont choisis. Je n'y étais pas, je ne suis pas membre de la conférence des présidents. Tous les gens qui ont été choisis, à la conférence des présidents, il y a le professeur Hassan Ba. À la conférence des présidents, il y a le docteur Alpha Abdoulaye qui préside la commission. Alpha Abdoulaye Diallo qui préside la commission des affaires économiques. Il y a le professeur Hassan Ba qui préside la commission santé. Il y a Alim Kamara qui préside la commission. Bref, il y a tout le monde est à cette conférence. Donc la question de la configuration ethnique a échappé aux gens. Et donc, quand la liste apparaît, raisonnablement, on considère évidemment qu'il y a un responsable d'institution. Voilà comment ça retombe sur lui. Sinon, c'est la conférence des présidents. Vous savez, après la crise, on s'est entretenu. Et du coup, toute la conférence a effectivement avoué qu'elle était là et que c'est elle-même qui a décidé, voyez-vous. Donc, nulle part. Premièrement, le président de la transition, moi, j'ai eu l'occasion de le voir à 2 reprises. Et je peux vous garantir que d'une part, par exemple, le général Idi Amin qui est ministre de la Défense, je ne crois même pas dans ces pays travailler avec un quelconque politicien qui est aussi respectueux de la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la réflexion critique. Je peux vous garantir au nom de toutes mes études pour parler à l'africaine. Quand on parle, il faut jurer pour qu'on croit. Jamais de la vie, ces gens ne m'ont dit ah mais elle nous pousse ça. La première fois que le président de la transition m'a appelé quand je suis venu à Conakry, il a demandé au ministre de la Défense de partir pour qu'on se salue, puisque on avait déjà eu quelques échanges. Il m'a dit ceci: Jean-Paul, on m'a parlé de vous pour vos réflexions critiques. Pour vos réflexions critiques, le pays compte sur vous. Travaillez dans l'intérêt du pays en toute indépendance. Il m'a dit ça 4 fois. Il m'a tapé pour 4 fois. La dernière fois qu'on s'est revu, il m'a dit la même chose. J'espère que le travail continue. Travaillez dans l'intérêt du pays. Point. Pour ce qui concerne le ministre de la Défense, alors le débat entre nous, je me dis entre lui et moi qui est plus critique. Parce qu'il a une perception des institutions qui est une perception universitaire. Jamais il ne m'a dit ah, on veut ça. Non. Donc c'est trop facile de savoir. En fait, le président du CNT, je vous le dis, il suffit d'aller mener des enquêtes. C'est quoi? Il y a des soucis sur le choix. Enfin, il y a des critiques sur le choix des personnes. Non, parce que le fonctionnement des institutions implique des débats. Il y en a eu sur la liste. Parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que c'est plutôt vous essayez d'expliquer en quoi vous vous retrouvez là. Je sais pas. Non. Je répondais à un aspect. Vous savez, il y a une liste. Il y a une liste qui avait été publiée. Exactement. Où la liste a été décriée en fait. Elle ne répondait pas aux exigences guinéennes de configuration communautaire. Je vais alors poser ma question. Je comprends mieux. Alors ma question. À la Julien Yambouno. C'est un conseiller du CNT. C'est lui qui parle comme ça. Hein, exigence guinéenne quoi. C'est vrai que la Guinée reste la Guinée. Oui, sa Guinée. À la Julien Yambouno. Ma question c'est par rapport à une crainte. La crainte de représentativité qui apparemment ne lâche personne. Il y a les travaux de 2009 avec ces conseillers qui ont été choisis, qui ont fait un travail qui a certes été, on va dire, manipulé ou décrié lorsqu'il fallait changer de constitution. On a remis en cause le travail qui a été fait. Pourtant, ces personnes n'ont pas été choisies tout au hasard. Ces personnes représentaient aussi les Guinéens et ils ont fait un travail formidable. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, vous voulez éviter que demain on ne vous dise il n'y avait qu'un groupe de personnes, c'est pourquoi nous voulons faire ceci, et vous allez vers ce symposium, vous allez vers des initiatives pour toujours amener plus de monde à intégrer. Mais est-ce que cela va suffire dans un pays
où lorsque un président a envie de faire de la constitution, c'est qu'il veut, il trouve des prétextes. Est-ce que qu'est-ce qui va d'abord? Comment est-ce que il y aura des réflexions pour verrouiller cette possibilité, les intangibilités, et qu'est-ce que vous faites vraiment pour pouvoir sortir de ce carcan, ne pas vous retrouver dans ce piège? Est-ce que vous êtes conscient que même si vous réunissez toute la Guinée, face à un président qui veut changer la constitution, on vous trouvera des poux sur un crâne rasé? Oui, ça c'est une question classique, justement, elle est très intéressante parce que depuis le début de ce qui fut qualifié en Afrique de transition démocratique, les constitutions de 1990, vous savez, avec les conférences nationales souveraines, d'abord au Bénin en 90, ensuite au Niger, au Zaïre à l'époque devenu RDC, ensuite au Congo-Brazzaville, au Tchad, bref, c'était l'enclenchement d'une nouvelle donne, marquée d'une part par l'institution des cours constitutionnels, les cours suprêmes, les limitations de mandat, l'intangibilité. Bref, ça n'a rien changé, je vais dire, sur le plan constitutionnel. La culture constitutionnelle l'emporte en fait sur les limitations constitutionnelles. Cela dit, pour nous, est-ce que vous demandez, est-ce que nous sommes conscients? Oui, très, très conscients. C'est pour ça que nous parlons d'abord que sur le plan méthodologique, plus on associe les gens en amont, davantage il y aura de gens prédisposés à défendre la cause d'une constitution à changer abusivement. Premier aspect. Deuxième aspect, l'un des défis essentiels que le CNT entend surmonter dans l'élaboration du projet de constitution, c'est un peu de réaménager les attributions constitutionnelles du président. Parce que de 58 à nos jours, à la manière de beaucoup de chefs d'État de pays africains, il y a une forme d'hégémonie du président de la République qui a pour conséquence, n'est-ce pas, de neutraliser les équilibres constitutionnels. Donc comment trouver un équilibre subtil entre attribuer au président de la République les moyens de gouverner, puisque c'est quand même lui qui est élu, et d'autre part encadrer l'immensité de ses attributions constitutionnelles pour ne pas qu'il apparaisse comme un personnage hégémonique central qui décide matin, midi et soir de la nomination de tout le monde, du Premier ministre au directeur sous-préfectoral de l'éducation par son influence. Je crois qu'en réduisant l'importance et son hégémonie dans le système, on peut du même coup contrôler certaines questions connexes si au surplus nous avons la légitimité du peuple en raison de son implication ex ante dans le processus constitutionnel. Alors nous arrivons à la fin de cette interview, mon cher Jean-Paul Guiba, c'est ce que la technique l'exige. Et donc il y a une célébration, semble-t-il, de l'an 1. Qu'est-ce qui est prévu au plan social? C'est quoi le bilan au plan du tissu social déchiré? Je sais que la réconciliation nationale est un des leviers de votre action aussi. En une minute, carrément. Beaucoup de choses. Il y a pour les deux questions. Religieux, il y a eu beaucoup de. Je n'ai pas évoqué ces aspects, mais le président du CNT a reçu beaucoup d'organismes. La dernière fois, c'était les impactés. Je ne sais pas comment on les appelle. Exactement, les impactés de Swapiti. Je pense que le CNT reçoit avec bienveillance et avec beaucoup d'attention la condition des élus locaux, la condition des impactés, la condition de telle ou telle population vulnérable, y compris des personnes en situation de handicap, pour un peu envisager une nouvelle perception justement au sortir de quelles activités pour l'an 1? Nous savons qu'il y a des débats du côté de Mamou, vous vous déplacez. Oui. Il y a une rencontre, qu'est-ce qui est prévu? À Mamou, beaucoup d'activités connexes sont prévues, y compris d'éducation. Est-ce que vous n'êtes pas un peu muet sur la question des droits humains, puisque ça fait partie de vos prérogatives? Non, nous ne sommes pas muets. La preuve, aux assises, le CNT avait été représenté par deux personnalités qui ont contribué à la rédaction du rapport et qui ont contribué de manière significative au débat. Et aussi, parmi les questions dont je parlais avec M. Mara, il y a beaucoup de questions écrites qui se rapportent à telle ou telle question afférente aux droits et aux libertés. Parfait. Les loyers coûtent cher. Certains célibataires n'ont pas accès à des loyers. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que sur cet aspect, nous considérons que le travail prioritaire, à supposer même que ces sujets soient d'une importance fondamentale, ayant subi même moi-même ce préjudice justement avec persistance, mais nous considérons qu'au moment où la population attend ces textes qui ont un rapport avec le retour à l'ordre constitutionnel, c'est après le processus constitutionnel qu'on peut envisager ce genre de sujet. Parfait. Jean-Paul, merci beaucoup. Aïssa Toussané, en quelques secondes, c'est qui le mur du jour? Alors, c'est un mur ex aequo. Jacques a eu 2 voix, également le même nom pour Daouda Mohamed Camara et une voix pour Mara. Une voix pour Mara. C'est qui le mur? C'est Jacques et Daouda. Jacques et Daouda, d'accord. Donc, partagez-vous le fauteuil. Oui, pardon, une seconde. Alors, en fait, demain, nous allons nous pencher sur une question qui défraie un peu la chronique. Vous le savez, c'est un petit remaniement au niveau du ministère de la fonction publique, donc avec les DRH. Mais qu'est-ce qui coince au ministère de la Sécurité? J'entends parler de fonds, de fortes sommes d'argent sur une certaine période, allant de 800
millions à 1 milliard par mois et dont tous les montants n'ont pas été reversés au trésor. Je leur conseille de tout régler dans la journée avant demain matin, parce que demain matin, nous, on ne va pas faire le quartier. Nous reviendrons donc dessus. Les gars du handball, vous m'écoutez certainement du côté de notre salon d'accueil là. Je vous prie de nous excuser demain. C'est une promesse. Et nos promesses ici ne sont pas comme celles d'Alpha Condé. On va vous recevoir demain ici et vous serez notre invité en priorité. Les gars, vous serez nos invités. Merci mon cher de nous avoir accompagnés. Merci à la régie. Grâce à vous, les téléspectateurs et les téléspectatrices ont pu nous suivre d'ici et partout d'à travers le monde. On se retrouve demain à 9h pour un autre numéro. Et nous aurons comme invité le secrétaire général